Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Pierre Hadot, Éloge de Socrate. Les faits marquants de Socrate sont bien attestés. Il a joué un rôle fondateur dans la naissance de la pensée contemporaine. La figure de Socrate est déroutante, ambiguë, inquiétante. Sa laideur physique, premier grec illustre qui a été laid, Nietzsche. Son apparence cache autre chose. C'est un masque, une façade. Ironie socratique, il feint l'ignorance et l'impudence. Il fait le naïf. Socrate n'a rien écrit. Il se contente de dialoguer. Éternel questionneur, il a mené ses interlocuteurs à reconnaître leur ignorance en les troublant. Il les a menés à une remise en question de toute leur vie. Ces conversations ont inspiré un genre littéraire, les logoi socraticoi. On ne sait pas où les questions de Socrate vont le mener. Le prosopon, le masque. Dans le dialogue, il y a un moment de crise où le découragement s'empare de l'interlocuteur. Alors Socrate intervient et prend le trouble sur lui. Socrate sert de masque à Platon. Nietzsche dira de sémiotique. Ainsi Platon évite le jeu. Il exhorte ses lecteurs à la philosophie. Le masque sera une attitude fondamentale et existentielle chez Kierkegaard, publiant sous des pseudonymes Eremita, Climacus. Ils correspondent à des nouveaux esthétiques, éthiques ou religieux. Tromper l'interlocuteur pour l'amener au vrai, son absurdité apparaît clairement. Pour Kierkegaard, cela devient une méthode de communication indirecte. Un éducateur ne dit jamais ce qu'il pense, mais ce qu'il pense d'une chose quant à son utilité pour celui qui l'éduque. Charme diabolique de Socrate. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Nietzsche jalouse en Socrate ce qu'il aimerait être, le séducteur, l'éducateur, le conducteur des âmes, haine amoureuse. Les textes sur l'ironie, ironeia en grec, apparaissent chez Platon, Aristote et Théophraste. La tendance à feindre une dissimulation. Socrate en disait plus qu'il en fallait, ainsi pensant une chose et en disant une autre. Feinte d'autodépréciation, en se faisant passer pour quelqu'un de superficiel et d'ordinaire. C'est un homme de la rue, la médiocrité est le masque le plus heureux que puisse porter l'esprit supérieur. Nietzsche. Le cœur d'ironie socratique est atteint quand il refusait d'être considéré comme un maître. Il n'enseigne rien, il ne sait rien, il n'a aucune thèse à défendre. Interrogateur et non répondeur, car il avouait rien savoir. Selon Otto Appelt, Socrate se dédouble pour couper l'adversaire en deux. Socrate se dédouble, l'un sait la finalité du discours, l'autre accompagne l'interlocuteur. Prenant comme point de départ la position du partenaire, il lui fait admettre peu à peu toutes les conséquences de cette position. Fondé sur les exigences rationnelles du discours sensé, du logo, et conduit son interlocuteur à reconnaître que sa position initiale était contradictoire. Choisissant comme thème l'activité familière de son interlocuteur, qui se rend compte qu'il ne sait pas vraiment pourquoi il agit, et son système de valeurs lui paraît brusquement sans fondement. L'interlocuteur est coupé en deux, celui d'avant et celui d'après. Le chemin parcouru ensemble est capital. Inconsciemment, c'est l'interlocuteur qui rentre dans le discours de Socrate. Il a appris ce qui est l'activité de l'esprit. Socrate est accoucheur d'esprit, maïotique. Il assiste à leur naissance. Il aide les autres à s'engendrer eux-mêmes. Être maître, c'est être disciple, quand tu t'installes dans ce qu'il a compris, dans la manière dont il a compris. Kierkegaard. La meilleure façon de comprendre Socrate est de comprendre qu'on ne lui doit rien.
Il invite à vivre ses actes, résolution de vivre selon la conscience et la raison. Se rendre aussi excellent et raisonnable que possible. La démarche socratique est existentielle. Prends souci de toi-même. Toutes les institutions humaines sont destinées à empêcher les hommes de sentir leur vie, grâce à la dispersion constante de leurs pensées. Nietzsche. Selon Kierkegaard, le mérite de Socrate est d'avoir été un penseur existant et non un philosophe spéculatif. La catégorie fondamentale de l'existence pour Kierkegaard, c'est l'individu. C'est l'unique, la solitude de la responsabilité existentielle dont Socrate a été l'inventeur. Socrate n'a pas de système à enseigner, sinon faire accéder au sérieux de la conscience existentielle. Sa philosophie est tout entière exercice spirituel, nouveau mode de vie, réflexion active, conscience vivante. Socrate n'est pas un sage, il désire la sagesse, parce qu'il en est privé. Socrate n'est sage que par conscience de n'être pas sage. De cette privation naît un immense désir. Pour la conscience occidentale, Socrate revêtira les traits d'Éros, l'éternel vagabond en quête de la vraie beauté. Expérience extraordinaire que représente la rencontre avec une personnalité incomparable comme Socrate. On ne peut le comparer à aucun homme. Il est l'individu, l'unique. Séducteur, il fascinait la jeunesse et éveillait en elle des aspirations. L'école de Socrate est l'école de la conscience du non-savoir. Être amoureux de Socrate, c'est être amoureux de l'amour. L'amour rend ingénieux. Socrate Eros, pour celui qui prend souci de son âme, l'essentiel ne se situe pas dans les apparences, dans le costume ou le confort, mais dans la liberté. Philosophe, amoureux de la sagesse, c'est-à-dire désireux d'atteindre un niveau d'être qui serait celui de la perfection divine. Amour de Socrate pour la beauté et la perfection de l'être. Un des grands mérites de Platon est d'avoir su, en inventant le mythe de Socrate Eros, introduire la dimension de l'amour du désir et de l'irrationnel dans la vie philosophique. Dans le dialogue, se mettre d'accord, c'est déjà de l'amour. Éveil de conscience et non élaboration solitaire d'un système. De l'amour seul naissent les vues les plus profondes. Nietzsche. On apprend que de qui on aime. Goethe. Avec amour, le mortel donne le meilleur de soi. Hölderlin. C'est dans l'amour réciproque que l'on accède à la vraie conscience. Nietzsche. La richesse intérieure, le daimon de l'individu, sa conscience. C'est une force qui donne à ceux qui la possèdent une puissance incroyable sur les êtres et les choses. Seule la décision morale de l'homme lui donnera sa valeur définitive. L'étrange haine amoureuse de Nietzsche, ce charmeur de rats, cet Athénien malicieux, Socrate amoureux de la vie, dans sa volonté de mort, haïr l'existence. Nietzsche aime le Socrate amoureux de la vie, mais voit dans Socrate mourant se refléter son propre drame. Socrate a souffert de la vie, il était pessimiste. Drame de son existence en prononçant ces derniers mots. « Ô Criton, je dois un coq à Asclépios ». Comme si guéri de quelque maladie, il était redevable de quelque chose au Dieu de la santé. Pour Nietzsche, qui a voulu être le chantre de la joie d'exister et de vivre, ne craint-il pas lui aussi finalement que l'existence ne soit qu'une maladie? Socrate a trahi ce secret. Il laisse entendre ce qu'il pense de la vie terrestre. La mort seule est le médecin. La haine amoureuse de Nietzsche est identique à sa propre haine. L'amour est le plus grand des poètes. Après son accouchement, chacun repart enrichi, non d'un présent reçu par grâce ou par surprise, ni d'une félicité étrangère dont il se sentirait oppressé, mais plus riche de soi-même,
renouvelé à ses propres yeux. Pierre Hadot, éloge de Socrate. Merci.